Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints et bienvenue dans cette série consacrée à Bertrand Tavernier pour mieux connaître à la fois son œuvre, sa personne et toutes les activités qui ont pu être les siennes. Je reçois aujourd'hui Frédéric Bourboulon. Frédéric Bourboulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes son producteur. Vous êtes producteur. Comment est-ce que vous êtes devenu producteur ? Alors, je suis devenu producteur. C'est drôle parce que j'ai été l'assistant de Bertrand, d'abord son deuxième assistant. Je l'ai connu sur Coup de torchon, tournage mémorable, avec une brochette d'acteurs haut en couleur. Coup de torchon, c'est, vous vous souvenez, 1981. Et le tournage. Et on ne s'est plus quitté. C'est-à-dire qu'après, j'ai refait l'assistant ou le régisseur sur le Dimanche à la campagne. J'ai refait l'assistant sur Autour de minuit. Après, j'ai pu travailler avec lui pendant quelques temps, puisque j'avais monté une société de production qui s'appelait AB Film à l'époque. Et je commençais à faire mes armes. Et un jour, il m'appelle et il me dit... Voilà, mon producteur est embarrassé, il n'a pas le temps de s'occuper de moi, c'est un film compliqué, c'est la vie, rien d'autre. Et c'est un film qui avait déjà été passé de main en main entre producteurs, puisque c'était les producteurs de Coup de torchon qui l'avaient eu au départ. Il avait été repris par René Klettmann, qui était le producteur d'Hachette Première. Et René produisait à l'époque un autre gros film qui était Cyrano de Bergerac. Et il voulait décaler la production de La vie et rien d'autre. Et Bertrand craignait que, vu le sujet, que les gens n'appréhendaient pas très bien, il soit décalé, voire annulé. Donc il m'a appelé, il a dit à René Klettmann, mais j'ai quelqu'un qui peut s'en occuper à votre place. Il m'a rappelé. Et c'est comme ça que j'ai produit La vie rien d'autre, qui était le premier de la série de tous les films que j'ai fait avec Bertrand derrière. Donc c'est en passant de l'assistanat progressivement à les choses de la vie étant ce qu'elles sont, vous vous êtes trouvé exercer cette fonction. Exactement. Revenons-en au début. Ce film Coup de torchon, adaptation d'un roman publié dans la série Noire, qui avait été convoité par plusieurs cinéastes qui avaient acheté les droits puis qui les ont laissés, qui n'ont pas pu réaliser parce que je ne sais pas pourquoi, mais enfin en tout cas les droits se sont retrouvés. Comme souvent la transposition était très 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 compliquée et c'est un coup de génie de Orange, ça vient d'Orange d'avoir transposé dans l'Afrique occidentale française, l'AOF de 1938, c'est-à-dire juste au moment de Munich. Adaptation formidable puisque c'était ces crétins de colons étaient les pendants vraiment de ces rednecks du sud des États-Unis et de ce shérif. On aurait presque pu l'appeler le shérif dans ce policier de Bourkassa ou Bangui. Je n'ai que des bons souvenirs de ce film. C'était un tournage, je crois que c'était un tournage exquis. Parce que tout le monde, vraiment, le sujet, la façon de le tourner, le côté absurde du film par moment, faisait se lécher les babines de tous les acteurs. Vraiment, comme disait Philippe Noiret, il n'y avait pas beaucoup de répliques qui leur restaient dans les dents. Ils se régalaient à chaque paragraphe, quoi. C'était vraiment... Voilà, et puis fallait les voir me faire un remake de Taxi pour Toubrouk le dimanche quand on avait un peu de liberté. J'avais les 4 Ostrogoths derrière dans ma voiture qui sautaient en marche. Philippe sautait en marche, je demandais à Mitchell, 3 hommes avec moi, j'arrose la crête. Enfin bon, c'était extraordinaire. C'est des souvenirs qui marquent, hein, quand on est jeune assistant comme ça. Rappelons pour ceux des auditeurs qui n'auraient pas Coup de torchon en mémoire ou qui ne l'auraient pas encore vu, ce qui est une chance pour eux parce qu'ils vont découvrir un nouveau plaisir. Qui sont ces comédiens? C'est Philippe Noiret, vous l'avez dit, c'est Eddie Mitchell, c'est Guy Marchand, c'est Jean-Pierre Marielle, c'est comment s'appelle-t-il, je retrouve plus son prénom, Hernandez. Jean Hernandez, Jean Champion, Michel Beaune, il y avait une sacrée brochette, Stéphane Audran, Isabelle Huppert, Irène Skoblin,
qui jouait la petite institutrice. Ouais. Et voilà, c'était une joyeuse bande. Hein. Alors en même temps, Bertrand Tavernier écrivait, au moment où il est mort, il écrivait ses souvenirs. Il m'en envoyait, comme à vous, les pages au fur et à mesure où elles constituaient un chapitre. Son souvenir du tournage de Coup de Torchon est excellent, mais il est moins idyllique que le vôtre, ce qui est drôle, parce que c'était vous l'assistant et lui le réalisateur. Mais on voit bien quand même qu'il faisait très chaud, qu'il y a eu pas mal de problèmes pour les caméras, et que finalement, il semble que tout ça a été surmonté dans la joie et la bonne humeur. Oui, je me souviens de l'arrivée d'Isabelle Huppert, qui n'était pas prévue au tout début du plan de travail. Donc, elle est arrivée en cours de route. On tournait dans le centre du pays, le centre-est, dans un village où se passe principalement l'action de tout ce qui concerne l'appartement où vivent Stéphane Audran, Philippe Noiret et Eddie Mitchell. Nono, c'était au centre du Sénégal, d'une petite bourgade qui s'appelle Louga, où il fait vraiment très, 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 très chaud. Chaleur sèche, donc pas complètement épuisante. Mais je me souviens que Isabelle, quand elle est sortie d'une voiture climatisée, elle a fait 3 pas dans le sable, elle est remontée en voiture en me disant « je repars ». Et nous, on était morts de rire. Mais voilà, encore une fois, cette chaleur, elle était... Puis on était tous les soirs à Saint-Louis du Sénégal, qui est quand même un lieu relativement bien aéré à cause de la présence de la mer. Donc, c'était pas si pénible que ça. Oui. J'ai pas gardé de ce que j'ai lu de Bertrand l'idée que c'était pénible. J'ai gardé l'idée que c'était plus difficile que dans votre souvenir. Mais ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est comment on surmonte les difficultés. Et d'une certaine manière, vous venez de nous dire qu'on les surmonte par la bonne humeur. C'est un des traits de caractère de Bertrand, et je l'ai constaté dans plusieurs de ses films, c'était le respect des partis pris. C'est-à-dire que pour réussir un film, il faut tenir le coup et s'en tenir à ses partis pris. Le parti pris du film était très compliqué. On avait très peu de semaines de tournage. Je crois que le film s'est fait en 40 jours, 8 semaines, de 5 jours. Peut-être un peu plus parce qu'on tournait peut-être les samedis. Mais voilà, c'était un film où le parti pris de départ était tout tourné au Steadicam. Le Steadicam est une caméra portée qui, à l'époque, n'était pas aussi sophistiquée que maintenant. C'était les premiers exemplaires. Il avait fait La mort en direct déjà avec ce système-là. Pierre William Glenn, qui était son opérateur à l'époque, était un des rares à pouvoir s'en servir. Et le Steadicam donne une espèce d'impression de flottement, d'image comme ça qui n'est pas complètement stable. Et tout était fait au Steadicam. Évidemment, c'était un parti pris de départ. C'est devenu une signature du film. C'est-à-dire que, comme on était toujours dans le sable, qu'on était dans des endroits difficiles, etc., il aurait fallu des mètres et des mètres de travelling, stabiliser tout ça, être prisonnier des rails, etc., etc. Donc ça donne à la fois cette espèce de film en suspension, comme ça, entre deux mondes, et à la fois un parti pris de production extraordinaire, parce que c'est grâce à ça qu'il a pu tenir son pari on time et on budget, comme on dit. Le Steadicam de l'époque, vous l'avez répété, c'est lourd. Aujourd'hui, ça se manie avec énormément de facilité, mais à l'époque, c'est très lourd, et il n'y a pas grand monde qui, comme Pierre William Glenn, soit capable, qui est un colosse, un sportif, un motard, qui soit capable de maîtriser à ce point cet instrument. Pierre William Glenn et Bertrand Tavernier ont beaucoup travaillé ensemble, mais on parle moins souvent des chefs opérateurs qu'on ne parle des cinéastes, et peut-être vous pourriez nous dire de Pierre William Glenn tout ce qu'il a apporté au cinéma de Bertrand Tavernier. Il a apporté énormément, jusqu'au jour où de mauvaise langue, comme il en existe tant dans ce milieu, peut-être dans d'autres aussi, mais enfin je connais surtout celui-là, et on n'en manque pas, jusqu'au jour où on a reproché à Bertrand de trop s'appuyer sur lui. Un Pierre William Glenn, c'était le contraire de Bertrand, qui n'était pas très sportif, à part le ping-pong. Il pratiquait pas beaucoup d'autres sports. Pierre William Glenn, aucune difficulté ne l'arrêtait. C'est-à-dire que plus c'était compliqué, plus c'était difficile, plus il fallait aller vite, plus il fallait prendre des décisions rapidement. Voilà, c'était un opérateur.
ne travaille plus, mais c'était un opérateur. Moi, j'ai fait un film quand même il n'y a pas si longtemps que ça avec lui, où il m'a complètement étonné. C'était avec Guillaume Niclou quand on a fait Cette femme-là. Mais le Pierre William Glenn, de l'époque de Bertrand, il apportait évidemment beaucoup de sécurité à Bertrand. En plus, il était unique, c'est-à-dire qu'il faisait et la lumière et le cadre, et il permettait à Bertrand justement d'avoir qu'un interlocuteur. Je sais pas comment dire, c'est des collaborations. J'en ai vu plusieurs collaborations avec Bertrand, il n'en a pas eu beaucoup. Tous ses premiers films, jusqu'à La vie et rien d'autre, ça a été Pierre William. Non, jusqu'au Dimanche à la campagne, ça a été Pierre William Glenn, donc un collaborateur fidèle. Après, il a eu Bruno de Keyser et Alain Choquard, donc et son dernier film, un autre opérateur. Mais voilà, il a eu pour 26 ou 27 longs métrages 3 opérateurs, ce qui est très peu, très peu. Il était d'une fidélité incroyable et il savait s'appuyer sur cette faculté de son contraire, c'est-à-dire qu'il lui proposait des choses qui étaient... ça me fait rire parce que souvent on lit des critiques sur la façon de tourner de Bertrand qui sont tellement mensongères, tellement idiotes. Je veux dire, quand on lit par exemple que sur l'APA, il a un découpage clipesque fait de multiplication de plans, alors que ce que décrit le type dans son article, c'est un plan séquence. Qu'il fait des effets de zoom, alors que depuis 73, il n'y a plus de zoom dans les bagages techniques de Bertrand sur les films. Voilà, on a été très injuste. Et Glenn, un jour, oui, on a dit à Bertrand, voilà, il a entendu un peu trop, sans Glenn, Bertrand Tavernier n'est pas capable de faire un film. Ce qui est d'une violence et d'une méchanceté terrible. Alors, du coup, il a fait le Dimanche à la campagne avec un débutant. Avec Bruno, qui était Bruno de Keyser, qui n'avait jamais fait un seul film. Il était assistant. Et j'ai vu ça. Il était en compétition avec un autre assistant. Et puis Bruno, faisant excessivement bien la cuisine, a eu l'idée d'inviter Bertrand à dîner. Et là, il a emporté le morceau. Alors, venons-en à la transition, mais aimablement fournie par vos soins. Venons-en à Dimanche à la campagne, parce que passer de Coup de torchon à Dimanche à la campagne, c'est vraiment changer d'univers, à tout point de vue. Changer d'univers de comédien, changer d'univers géographique, changer d'ambiance, changer de propos. Et donc, là, vous êtes aussi sur ce coup-là. Alors, c'est drôle parce que c'est un hasard total, le Dimanche à la campagne. Comme beaucoup de choses dans le cinéma, Bertrand voulait faire un western qui s'appelait La Sœur perdue. On avait fait des repérages avec l'autre assistant, qui était premier assistant aussi sur Coup de torchon, qui était Jean Lachache. Et on avait fait des repérages, lui avait fait des repérages au Canada. Et on avait, pour des raisons de budget, c'était Alain Sartre qui produisait à l'époque, pour des raisons de budget, on avait fait des grands repérages sur les plateaux d'Auvergne. On avait trouvé des décors assez intéressants, etc. Mais le film n'arrive pas à se monter. C'était un film prévu avec Nathalie Baye et je crois Christophe Malavoie. Nathalie Baye qui avait déjà tourné avec Bertrand. Qui avait fait déjà une semaine de vacances quelques années auparavant. Et c'était une histoire assez drôle. Il voulait faire un film très fordien avec une Française paumée dans une tribu indienne, etc. Bon, ça vous fait penser à d'autres choses. Et le film n'arrivait pas à se monter. Et Sartre ne trouvait pas de financement et avait dépensé beaucoup d'argent en préparation. Je crois qu'à l'époque, je me souviens du chiffre bêtement. Je crois que c'était 600 000 francs. Et Sard se balade un jour avec Bertrand dans la rue, il dit « Ah, mon grand, je suis ruiné, je vais pas pouvoir le faire, ce film. T'as pas autre chose ?» Et Bertrand lui dit « Parce qu'il faudrait vraiment qu'on se mette à tourner un truc, que je me rembourse. » Et Bertrand avait dans la poche, à ce moment-là, le bouquin de Pierre Bost, « Monsieur l'Admiral va bientôt mourir. » Et il lui dit « Bah, j'ai ça. » Et c'est le Dimanche à la campagne. C'est extraordinaire. Le film s'est monté en très peu de temps. Évidemment, ça coûtait rien. 7 semaines de tournage. Moi, je suis parti faire les repérages immédiatement. J'ai trouvé la maison près des bureaux. Voilà, dans le Vexin, qui est une mine de décors pour les films d'époque, parce qu'il y a peu de fils électriques sur les... Voilà, il y a peu de pollution. Et à l'époque, il n'y a pas tous les effets numériques qui font que maintenant... on peut effacer même un TGV qui passe dans un plan. Donc, ça a été extraordinaire. Ça s'est monté à une vitesse extraordinaire. Donc, Nathalie Baye qui l'appelle et qui lui dit « Bertrand, j'ai un problème, je ne vais pas pouvoir faire le film », puisque c'était Nathalie Baye au départ.
puisque je suis enceinte de Lara. On a su après qu'elle s'appelait Lara. Bon, elle était enceinte à l'époque, elle vivait avec Johnny. Donc le film se monte très vite, mais alors tout à coup, plus de comédienne. Et donc il fait un casting, comme d'habitude, comme on ne prend pas de directeur de casting avec Bertrand. Et on demande parfois conseil à certains. À l'époque, c'était Dominique Besnard ou la Siegfried. Mais il reçoit les comédiens, ce qu'il a fait toute sa vie. Et ça, je dois dire qu'il y a une majorité de comédiens qui ont témoigné de ce que Bertrand leur a donné, même quand il les a pas choisis dans un film, qui m'ont témoigné une reconnaissance d'avoir pu passer 2 heures, 3 heures avec Bertrand à parler de leur métier, etc. Ce qu'ils ont malheureusement très peu l'occasion de faire, puisque maintenant, c'est les directeurs de casting qui font les essais, les scènes, etc. Revenons-en à ça. Et donc, on voit à peu près tout ce que Paris a de comédiennes et tout. Il fait des essais avec Louis Ducreux, qu'il avait repéré à la SACD, qui n'était pas un acteur professionnel, mais bon, qui avait... En même temps, qui avait joué quand même pas mal, qui était auteur de théâtre, qui avait créé sa compagnie du Rideau Gris à Marseille, qui était un ami d'André Roussin, qui était pris dans qui était directeur de l'Opéra de Monaco. Et directeur de l'Opéra de Monaco, oui. Avec une assistante qui s'appelait Fanny Ardant, toute jeune débutante à l'époque, m'avait-il raconté. Bon, bref. Et moi, j'insiste un peu pour qu'il rencontre Sabine Azéma. Je le dis sans flagornerie parce que ça vous dit qu'on parlait beaucoup et on se donnait... J'étais autorisé à donner des conseils et parce que je l'avais vu dans La vie est un roman et je l'avais trouvé formidable. Et elle vient... Et elle vient aux essais, il y avait Ducreux qui était là, et elle dit à Bertrand, c'est un rôle qui n'est absolument pas pour moi. Je suis venu par politesse parce qu'Alain, donc elle commençait sa vie avec Alain Resnais. Alain m'a enjoint de venir vous voir et de pas me décommander pour vous dire ça de visu, etc. Asseyez-vous, c'est pas grave et tout. Et il a fait tourner quand même. Il a tourné un essai où elle papote avec Louis Ducreux sur un banc. Et il a dit, mais on va s'arranger, qu'est-ce qui vous plaît pas dans le scénario? Et il a complètement adapté le film à Sabine. Et ça lui a tellement plu de les voir tous les deux sur ce banc. Et il a adapté le rôle pour Sabine, oui. Il a beaucoup retravaillé avec Colo à l'époque. Colo Tavernier. Sur l'adaptation. Et voilà, donc Sabine a fait le film comme elle a fait... par hasard, en venant après une comédienne qui était prévue, comme pour La vie rien d'autre, où elle est arrivée après une comédienne qui était prévue. On reviendra à La vie rien d'autre tout à l'heure, mais là, je voudrais m'arrêter un moment sur cette caractéristique de Bertrand Tavernier que vous avez mentionnée, qui est qu'il n'utilisait pas de directeur de casting, ou de directrice de casting, qu'il voyait les comédiens lui-même, qu'il allait énormément au théâtre. Au théâtre, il allait aussi, évidemment X fois par semaine au cinéma, et le soir, c'était épuisant. Parce que quand on passe des soirées avec Bertrand sur les tournages, etc., tous les comédiens vous le diront, s'il faut faire un passage on évitait de passer dans la chambre de Bertrand, parce qu'il vous faisait voir un film jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Après, il se mettait à lire un bouquin et il se levait à 7h pour aller tourner. Je ne sais pas comment il faisait. Je ne sais pas comment il faisait. Il avait une mémoire visuelle extraordinaire. Un jour, j'arrive chez lui, il prend un bouquin en anglais, qui sont les mémoires de Billy Wilder, bouquin de 600 ou 700 pages. Il le feuillette comme ça, et il me dit, tiens, j'ai vu un truc poilant pour toi. Hop, il tombe sur la page et il me fait, regarde, et il me le traduit en même temps, il me dit, la définition d'un producteur indépendant, c'est un producteur qui dépend de tout le monde, des banques, des distributeurs. Donc c'est une phrase assez marrante, mais il avait lu le bouquin dans la nuit. Enfin, c'est sidérant. J'ai rarement vu ça. C'était un peu intimidant, je trouve. Même après avoir travaillé 40 ans avec lui, j'étais toujours un peu intimidé par ces facultés intellectuelles extraordinaires. C'était pas quelqu'un comme nous, quoi. Vous avez raison, on avait un peu peur de ne pas avoir assez de temps. Parce qu'il arrivait, vous déjeuniez ensemble, vous donniez rendez-vous dans un restaurant, il arrivait avec un sac. Et dans le sac, il y avait des livres, il y avait des DVD. Il les sortait les uns après les autres, il disait, voilà pourquoi il faut que tu lises ça, voilà pourquoi il faut que tu vois ça, etc. Et à l'époque où il y avait des répondeurs automatiques,
Vous avez dû avoir cette expérience 100 000 fois plus souvent que moi, mais je rentrais, je trouvais un message de Bertrand qui disait Philippe, il faudrait que tu ailles à Saint-Symphorien. C'est simple, il y a un spectacle formidable, il faut prendre le RER. Fais attention parce qu'il n'y a qu'un RER sur 3 qui s'arrête là, et puis alors là, il y a un car qui va te monter à Saint-Symphorien, tu descends à Savigny-sur-Orge, il y a un car qui va te monter là, c'est à la Maison des Jeunes. Prends un truc parce qu'il fait froid, c'est pas chauffé, on n'est pas très bien assis, mais il y a une pièce, la pièce n'est pas très bonne, mais la mise en scène n'est pas bonne non plus, mais à la fin, tout à fait à la fin, dans le dernier acte, il y a une comédienne, il faut absolument que tu la vois. Alors évidemment, moi, j'y allais pas, mais lui, il y était allé 200 000 fois, il avait vu les gens comme ça, et je crois que ce qui est important, et peut-être vous pouvez nous le faire comprendre mieux que je ne le fais, c'est quelle est la différence entre un comédien qui passe par un casting et un comédien qui passe par cet entretien, cette façon de faire connaissance que Bertrand pouvait avoir avec eux. Au fond, on leur fait faire des essais, quoi. Il y a un côté utilitaire dans le casting, non? C'est ça le... Oui, comme toujours, Bertrand avait cette faculté de se laisser surprendre. Et je crois que c'est une phrase qu'il a mis dans Laissez-passer, d'ailleurs, quand Orange et Bost ont cette discussion. Quelque chose qu'il avait toujours frappé dans les mémoires d'Orange, c'est qu'il disait toujours, Orange, je crois, avait écrit, et il l'a mis dans Laissez-passer, on s'épate l'un l'autre. On a envie de s'épater. C'est pour ça qu'on aime travailler ensemble. C'est que chacun et je crois que Bertrand avait envie d'être surpris, épaté par ce que faisaient les gens. C'était un gourmand. C'était un gourmand. Et quand quelqu'un l'épatait, que ce soit un comédien, que ce soit un technicien, je l'ai vu passer 1 heure avec un régisseur au Cambodge, dans un petit village dont je me souviens plus le nom, à côté de Compote. Et le type avait fait un boulot extraordinaire, avait trouvé des logements dans un truc improbable, etc. Avait régalé l'équipe avec un type à qui il avait fait faire la cantine, etc. Et Bertrand il était émerveillé par les capacités professionnelles de ce régisseur, et ça l'épatait. Et ça faisait partie d'un tout, je veux dire. C'est pour ça que ces équipes étaient si amoureuses de lui. C'est que voilà, il calculait tout le monde, comme on dit maintenant. Il calculait bien tout le monde. Et puis, étant un metteur en scène, donc par définition un rongeur, il prenait tout ça de tous les gens, qui donnaient évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Alors pour les castings, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un comédien va pouvoir prouver de son talent quand il est face à une assistante casting qui est derrière une petite caméra, qui dit les répliques machinalement, qui joue pas. Je veux dire, moi, je me souviens des essais pour Capitaine Conan, les essais avec... il faisait venir Philippe Torreton pour donner la réplique au gars qui devait constituer sa bande de tueurs. Je l'ai vu, j'ai vu Laurent Schilling et Philippe Torreton. Samuel Le Bihan a passé ses essais aussi avec... c'est fou, je veux dire, c'est une dérive du cinéma à la mode de maintenant, où les choses un peu comme on voit toujours les mêmes au théâtre et au cinéma. Je veux dire, on voit toujours les mêmes agents, on voit toujours ceux qui sont curieux, on voit toujours les mêmes réalisateurs à la Comédie Française, et ils sont pas nombreux. Et la curiosité de Bertrand était sans... Alors, il y en a eu d'autres, hein. Piala était comme ça. Moi, Bernard Lecoq, qui est formidable dans Capitaine Conan, m'a raconté un jour comment il avait été engagé sur Van Gogh. Et c'était quand même un comédien qui faisait des films un peu de genre idéal dans les années 70. Bernard, en plus, il gagnait sa vie en faisant des pubs en Espagne. Enfin bon, il n'était pas sur le haut du podium. Et il est convoqué par Piala pour ce magnifique rôle de Théo dans Van Gogh. Et il n'a pas pu s'en empêcher. Il fait un entretien avec Piala, donc il le rencontre. Et il lui dit, mais comment vous avez eu l'idée de m'appeler ? Et Piala lui dit, vous savez, je suis insomniaque. Donc la nuit, je regarde la télé. Et l'autre jour, je suis tombé sur une série française, mais nullissime, vous ne pouvez pas savoir. Et dedans, vous étiez bien. Ça m'a donné envie de vous connaître. C'était Bertrand aussi, ça. Oui, ça, je peux en témoigner à mon tour, parce que sur Laissez-passer, où j'avais fait
un petit minuscule rôle, mais je partageais ma loge avec un certain nombre de comédiens dont eux c'était le métier, donc on fait connaissance, on parle, et toi, et comment t'es là? Je dis, bon, moi je suis un copain de Bertrand, et ben, j'ai déjà fait 1, 2, 3 trucs dans ça commence aujourd'hui, et puis là, et toi, et là le comédien devient tout rouge, et me dit, ah, moi alors, écoute, à un moment de ma vie, j'ai eu beaucoup d'ennuis. J'ai eu des ennuis dans mon couple, j'ai eu des ennuis avec les impôts, j'ai eu des ennuis, je trouve... Et j'ai été embauché pour jouer une pièce, mais tu peux pas savoir, mais mon cul sur la commode, enfin vraiment un truc absolument épouvantable. Et j'ai joué ça, mais je rasais les murs en y allant, je rasais les murs en sortant, mais ça a marché, mon vieux. C'est dire mes problèmes se sont résolus, en tout cas la partie financière des problèmes se sont résolus. Bon, des années plus tard, je suis invité à venir rencontrer Bertrand Tavernier, me dit ce comédien, pour un rôle qui est celui qu'il s'apprêtait à jouer. Et puis on a une conversation, etc. Et Bertrand Tavernier me dit, en commençant la conversation, je vous ai vu dans mon cul sur la commode. Et là, le type me dit, mais c'est un sadique qui me fait venir. Et il me dit, la pièce était vraiment très mauvaise. Hein. Mais vous en sortiez bien. Voilà, c'est pareil. Mais... Et ça donne une idée vraiment de cette attention à ce monde des comédiens. On a parlé de Coup de torchon, on a parlé d'un dimanche à la campagne. Vous vous souvenez de l'accueil qui a été celui du public pour ces 2 films si différents? Pour le dimanche à la campagne, je me souviens que le film a démarré, mais terriblement doucement, à tel point que quand le jour de la sortie, il faisait un peu le tour des salles, il allait chez le distributeur, qui était à l'époque, type qui a disparu, mais qui était haut en couleur, qui était Richard Peset, donc le fils du créateur de l'ex-agence méditerranéenne de location de films, la MLF à l'époque. Et il a dit, oh, j'ai déjà passé le film par pertes et profits, parce que les entrées étaient minables le premier jour. Et à cette époque, les films pouvaient tenir. Et ça a été c'est la dernière fois que j'ai assisté à cela. Le film est monté en puissance. Il a fait plus d'entrées, plus d'entrées, plus d'entrées. En plus, spécificité de l'époque, il est sélectionné au Festival de Cannes. À l'époque, des films venant de sortir étaient quand même sélectionnables, ce qui est maintenant, vous avez rencontré Thierry Frémaux, ce n'est plus la règle. C'est-à-dire qu'il faut que les films soient inédits en salle. Donc tout ça a fait que c'est devenu un énorme succès. Ce film, petit film comme ça, et le distributeur s'est remboursé 1000 fois. Je veux dire, en plus, ça n'avait rien coûté. Ça n'a rien coûté. C'était... donc, La vie, rien d'autre... Autre grand succès de Bertrand, c'est le 2e succès, je crois, derrière Coup de torchon. Je crois que le champion du box-office, c'est Coup de torchon quand même. Tout de suite, Coup de torchon? À la sortie tout de suite ou comme oui, à la sortie tout de suite. Je me souviens que oui, ça a été très... 10 nominations au César, aucun. Ça, c'est une spécificité de Bertrand aussi, qui a été gâté par ailleurs, puisqu'il y avait beaucoup de prix dans les festivals. Et il a fait gagner beaucoup de prix à ses comédiens, ce qui dit beaucoup quelque chose aussi de sa façon de rendre bons les comédiens quand il les dirigeait. Mais La vie, rien d'autre, oui, avant, on a eu des problèmes, parce que le film a eu un mal fou à son thé. À 5 semaines du tournage, on n'était toujours pas sûr. Il m'a dit on le reprend nous à Little Bear, voilà, etc. C'est comme ça que je suis rentré à Little Bear. En fait, c'est la société qu'il avait créée des années auparavant avec Philippe Noiret et Laurent Heinemann et Philippe Sard. Et on le reprend, on va le faire et tout. Il sentait le film tellement fragile que s'il se faisait pas sur l'élan, il se ferait jamais. Et il n'avait pas tort. On lui avait proposé à l'époque de toucher l'équivalent de son salaire pour faire un autre film que celui-là. Et je me souviens de la première projection du film, quand on est allé le montrer à Lagardère, qui était le financier principal de cette opération. Il était sorti de la salle de Europe 1 Communication et il avait dit à Bertrand, il avait foncé sur Bertrand en disant « C'est un film magnifique, je vous assure, soyez-en sûrs, ça n'aura aucun succès, mais nous sommes très fiers de l'avoir fait. » Donc c'est une prédiction complètement fausse, puisque le film a été un énorme succès très vite. Très, très vite. Moi, je regrette un peu cette affiche avec un monument.
Je pense que, comme toujours, j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je pense d'un film sur son affiche. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors que le visage de Noiret... Il faut que vous redécriviez l'affiche, parce que... Oui, c'est le visage de Noiret, qui, quand il sort du tunnel, il est marqué, il est plein de suie, il a été sortir après une explosion des gars qui étaient coincés dans le tunnel. Il a un visage comme ça, très, très douloureux, très marqué. Il y a marqué un monument sur un film sur la guerre de 14, comme c'est un des aspects du film aussi, cette recherche de disparus et cette construction de monuments aux morts. Voilà. Bon, c'était comme putain de film. Putain de film pour le film de Blier, dont du coup j'oublie Tenue de soirée. Voilà. Tenue de soirée, absolument. Voilà. Sur cette prévision du regretté Lagardère, j'oublie son prénom tout d'un coup. Lagardère père, oui. Non. Tout d'un coup, vous voyez comment on oublie les choses. Donc, qui prouve que Pierre Dac avait raison de dire qu'il faut se méfier des prévisions, en tout cas si elles concernent l'avenir. Je vous propose que nous marquions une pause. Alors, nous reprendrons cet entretien dont nous diffuserons les parties suivantes dans les semaines qui viennent. Frédéric Proboulot, merci.